commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la terre affluaient naturellement vers elle. Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des Mille et Une Nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous y verrez une multitude de peuples. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps, ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ses califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux cordes claires. D'une part, les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée, et d'autre part, une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires, appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Cette élite va trouver un formidable protecteur en la personne du calife Al-Ma'amoun. C'est Al-Ma'amoun qui a écrit la page la plus brillante de l'histoire intellectuelle de l'islam. Devenu calife, il a offert sa protection et son soutien à tous les esprits libres de son époque, notamment les défendant contre les théologiens traditionalistes. Plus qu'aucun autre, Al-Ma'amoun a pris la mesure du défi posé au califat. Pour gouverner un empire aussi vaste, en assumant la diversité de ses populations et de ses cultures, il lui fallait à la fois mobiliser tous les talents de son époque et faire appel à tous les savoirs acquis au cours des époques précédentes. Al-Ma'amoun, c'était quelqu'un qui était un souverain très éclairé et qui a voulu faire de Bagdad une capitale brillante. Bon. Et il a donné les moyens à ceux qui étaient capables de la rendre brillante, il a donné les moyens de le faire. Pourquoi? C'est parce que d'une part, c'était un empire qui était riche, c'était un empire qui était très vaste, avec échange d'informations surtout. Et vous aviez des gens de passage à Bagdad qui venaient de la Chine. Et vous aviez donc des gens qui vous racontaient ce qui se passait en Chine, quelle était la géographie locale, que c'était... Bagdad, à l'époque, c'était au croisement de tas de choses au niveau culturel. Vous aviez tout le monde, l'ancien monde hellénistique. Vous savez, les manuscrits grecs, ils étaient sur place, parce que l'Empire recouvrait une partie de l'ancien Empire byzantin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à aller chercher les manuscrits. Ils étaient dans les monastères, ils étaient dans les anciens centres culturels, les manuscrits étaient là. C'était pas un déplacement. Le passage d'une culture à l'autre n'était pas un passage d'un lieu à l'autre, c'était sur le même lieu que ça se faisait. Alors quand on avait besoin de manuscrits très particuliers, on allait éventuellement les chercher à Byzance, où on demandait à propos d'un traité de paix que des manuscrits soient mis dans la balance pour le traité de paix. Mais la plupart des textes étaient déjà sur place. Et il se trouve qu'à Bagdad, tout le monde s'est mis à travailler ensemble, et on parle beaucoup du multiculturalisme de Cordoue, mais Bagdad au 9e, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Bagdad au 9e, vous aviez à la fois des musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des sabéens, et tout le monde travaillait ensemble. L'important, c'est que on puisse arriver à faire quelque chose. Et là, on voit que Al-Ma'amoun a réussi, et je crois que c'est la plus belle réussite pour ce qu'est splendeur d'une
splendeur d'une capitale. Parce qu'après les Fatimides ont essayé au Caire, il y a eu de très beaux résultats, mais ça ne vaut pas Bagdad au IXe siècle. C'est-à-dire vous avez eu après l'Andalousie, vous avez eu de beaux résultats aussi, mais c'est sûr que ça ne vaut pas Bagdad. Bagdad au IXe, c'est passionnant pour ça. Parce qu'effectivement, on a tout un mélange là qui est extraordinaire. Al-Ma'amoum décide d'offrir aux savants de son temps le privilège de disposer de tous les savoirs antiques, traduits en une seule langue, l'arabe. Il ordonne de rassembler les manuscrits existants sur les territoires de l'Empire et se procure les autres ailleurs, à Byzance, en Inde, en Chine. Il mobilise les talents nécessaires pour transposer ce fond du grec, du syriaque, du persan ou du sanskrit en une langue arabe adaptée aux subtilités conceptuelles de la philosophie, aux abstractions de la mathématique, à la mesure astronomique. Cet immense effort a pour centre Bet al-Hikma, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères, où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. Né d'une mère perse, Al-Ma'amoun a d'abord été gouverneur du Khorasan dans l'Iran actuel. Là, il s'est imprégné de culture perse, d'influences indiennes, et surtout, il a découvert la science des Grecs auprès des savants chrétiens. Une nuit, raconte Al-Ma'amoum, j'ai vu en rêve un homme assis dans la posture des sages. Je lui ai demandé, « Qui es-tu » Il m'a répondu, « Aristote le sage ». Alors je lui ai posé la question, « Dis-moi comment définir une parole juste ?» Celle qui est conforme à la raison. Mais encore, celle qu'apprécie l'interlocuteur. Mais encore, celle dont on n'a pas à craindre les conséquences. Mais encore, il n'y a pas d'encore. Le reste ne sert qu'à divertir les ânes. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Ma'amoum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Ma'amoum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire. On traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage, où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que grâce à cette maison de la sagesse qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des Grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque, c'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usage, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Ma'amoum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes.
La Maison de la Sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle essaime dans de nombreuses villes de l'islam, et cette fois non seulement chez les princes, mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique, puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose. Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du IXe siècle vont apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Les savants, d'où qu'ils viennent, doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement. Al-Biruni raconte « J'ai été élevé dans une langue, celle du Khorezm, où la science se trouverait aussi à l'étroit qu'un chameau dans une gouttière. Je me suis donc mis à apprendre l'arabe et le persan. Mais notre religion et l'empire sont arabes. C'est pourquoi les sciences de toutes les régions du monde ont été traduites dans la langue des Arabes. Aussi se sont-elles embellies, ont-elles pénétré les cœurs, et la beauté de la langue a coulé dans les veines et les artères de tous. » Il y a un engouement général pour la lecture, pour le savoir. Il est favorisé par l'introduction et la diffusion du papier, selon des techniques importées de Chine. Les copistes disposent alors d'un matériau léger, solide et beaucoup moins onéreux que le papyrus et le parchemin. Le commerce de manuscrits se développe. Les boutiques de libraires, ouvertes à tout public, se multiplient. Le livre devient le vecteur d'un mouvement intellectuel qui touche à tous les domaines du savoir. C'est ainsi que l'inestimable gisement des manuscrits grecs, que l'Europe avait oublié et que Byzance se refusait à exploiter pour des raisons dogmatiques, peut réintégrer dans la langue des Arabes le flux vivant de la pensée universelle. On assiste à l'émergence d'une figure prestigieuse, celle du savant total, de l'érudit tout-terrain, à la fois grand voyageur, philosophe, musicien, mathématicien, astronome. Précurseur des encyclopédistes du XVIIIe siècle, ces savants abordent librement tous les sujets intéressant les fondements de la cité, en même temps qu'ils pratiquent la médecine, la chimie ou la botanique. À leurs yeux, l'islam n'oppose pas la raison à la révélation. Au contraire, l'islam tient la raison pour un irremplaçable instrument de la pensée. Il lui assigne même pour mission d'éclairer la révélation. L'islam ne se présente pas comme une religion irrationnelle. Il y a des aspects dans le Coran, c'est bien connu, qui prônent la réflexion. Et les sciences islamiques s'étaient déjà formées, étaient rompues à la discussion, etc. Donc ce n'était pas... il y avait toute une armature rationnelle. Mahmoud, il a voulu, je pense, si on prend le problème de ce point de vue-là, sa décision politico-culturelle a consisté à introduire un usage de la raison que les musulmans n'avaient pas inventé, qui avait été inventé par d'autres, mais qui pouvait avoir son intérêt. Et